MTG prend soudainement sa retraite ou annonce qu'elle quitte la Chambre des représentants. Je ne sais pas si nous devrions diffuser sa déclaration, car elle dure environ 10 minutes. Diffusons-en une partie. Je l'ai. Très bien, vas-y. Les Américains sont utilisés par le complexe politico-industriel des deux partis, élection après élection, pour élire le camp qui parvient à les convaincre de détester davantage l'autre. Et les résultats sont toujours les mêmes. Peu importe la direction dans laquelle oscille le pendule politique, républicain ou démocrate, rien ne s'améliore jamais pour l'Américain moyen, homme ou femme. La dette continue d'augmenter. Les intérêts des grandes entreprises et des acteurs mondiaux restent les chouchous de Washington. Les emplois américains continuent d'être remplacés, que ce soit par du travail illégal, du travail légal via des visas ou simplement délocalisés à l'étranger. Les petites entreprises continuent d'être englouties par les grandes corporations. Les impôts durement gagnés des Américains financent toujours les guerres étrangères, l'aide internationale et les intérêts étrangers. Le pouvoir d'achat du dollar ne cesse de diminuer. La famille américaine moyenne ne peut plus survivre avec le revenu d'un seul soutien de famille, car les deux parents doivent travailler simplement pour s'en sortir. Et aujourd'hui, beaucoup dans la génération de mes enfants se sentent sans espoir quant à leur avenir et ne croient plus qu'ils réaliseront un jour le rêve américain. Et cela arrive après que Trump l'a attaquée et l'a traitée de Marjorie Taylor Greene parce qu'elle s'est opposée à lui sur plusieurs questions, notamment la publication des soi-disant dossiers Epstein. Elle s'est également opposée à lui au sujet d'Israël et est devenue la première républicaine à qualifier Gaza de ce qu'elle est, un génocide, affirmant qu'elle voulait réellement défendre le principe America First et non Israel First. Je suis donc surpris de la voir démissionner. Je pensais qu'elle s'engageait sur le long terme, mais j'imagine que le fait d'être tombée en disgrâce auprès de Trump, combiné à une situation politique devenue intenable et, par-dessus tout, à une perte de soutien du lobby pro-israélien très puissant, a rendu la poursuite de son mandat impossible. Eh bien, Marjorie Taylor Greene est entrée au Congrès en faisant campagne comme la députée Ultra MAGA. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sa première publicité de campagne la montrait tenant un AR-15, un fusil d'assaut, et faisant campagne sur la base du deuxième amendement et de thèmes anti-immigrants. Elle a été très anti-palestinienne pendant une grande partie de son mandat. Elle a voté avec le Parti républicain pour toutes leurs mesures visant à réduire les soins de santé pour les Américains. Pendant la crise de l'inflation sous Biden, elle a rejoint le cœur républicain, se plaignant à juste titre du prix élevé et de la pénurie de lait maternisé. Mais elle a ensuite voté contre les subventions qui auraient permis de le rendre plus abordable. Et lorsque Trump est arrivé au pouvoir, quelque chose a changé. Rappelez-vous, elle a en fait attaqué JVP, Jewish Voice for Peace, lorsqu'ils ont protesté contre le génocide au Capitole des États-Unis, et qu'elle a qualifié cela d'insurrection. Elle a mené la charge pour censurer Rashida Tlaib pour avoir condamné Israël. Et puis quelque chose a commencé à changer. Enfin, cela avait déjà commencé à changer. Elle s'imposait, je pense, comme l'une des opposantes les plus éloquentes à la guerre par procuration en Ukraine. Ensuite, elle a commencé à s'exprimer sur le génocide à Gaza. Elle a remarqué que des chrétiens palestiniens existaient. Elle a commencé à se démarquer de ses pairs sur cette question, au point de condamner AOC pour ne pas avoir voté en faveur de la suppression des armes dites défensives à destination d'Israël, ainsi que des armes offensives. Elle est vraiment devenue la voix morale sur la Palestine, à part Rashida Tlaib à la Chambre. Et enfin, elle a rompu avec Trump, Mike Johnson et les républicains sur Medicare lorsqu'ils ont voulu réduire les subventions de l'ACA pour Medicare pour les Américains.
car de nombreuses personnes dans sa circonscription ne voulaient pas que leur Medicare soit réduit. Et sa propre famille aussi, sa propre famille. Et je veux dire, Trump a essentiellement menti à sa base, car il n'a jamais dit qu'il couperait dans Medicare. Et ensuite, il soutient la fermeture du gouvernement pour y parvenir. La base de Trump n'a jamais été favorable à une réduction de Medicare. Donc, d'une certaine manière, elle se rangeait du côté de la base. Mais je pense aussi qu'elle prenait un peu d'avance, car le soutien au sionisme s'est effondré parmi les militants républicains. Il n'y a aucun soutien à ce que fait Trump pour menacer le Venezuela. Je pense qu'à peine 30% des électeurs de Trump, selon un nouveau sondage YouGov, soutiennent sa démonstration de force et sa guerre potentielle de changement de régime contre le Venezuela. Tout est parti. Elle commençait donc à s'imposer comme une sorte de voix morale aux côtés de Thomas Massie. AOC l'a accusé d'avoir démissionné pour gagner de l'argent et éviter les conséquences politiques et le contre-coup qu'elle aurait subi de la part de Trump, tout en soulignant qu'elle avait quitté son poste 2 jours après être devenue éligible à sa pension. Elle l'a également accusé de délit d'initié massif, d'avoir utilisé les informations financières auxquelles elle avait accès en tant que membre de la Chambre pour faire passer sa fortune d'environ 700 000 $ à quelque chose comme 25 millions grâce aux actions. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce dont on l'accuse. Je pense qu'être à la Chambre est tellement, surtout en tant que membre républicain, tellement ingrat sous Trump, qui exige une loyauté totale envers un programme qui a tellement déraillé qu'elle a un meilleur avenir comme commentatrice politique. Je pourrais la voir dans The View. Elle bénéficie d'interviews favorables de la part de CNN, qui la qualifiait d'antisémite croyant aux lasers spatiaux juifs il y a seulement quelques années. Sa cote a vraiment grimpé à Washington et dans l'Amérique moyenne. Elle pourrait probablement se présenter à la présidence lors d'une primaire républicaine. Donc je pense qu'elle part au bon moment. Et maintenant, Thomas Massie se retrouve un peu seul, exposé à la colère de Donald Trump et de ses milliardaires pro-Israël qui injectent de l'argent dans sa circonscription pour soutenir son éviction. Qu'en penses-tu? What do you think? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'évidemment, elle a dit tellement de choses offensantes au fil des années, y compris récemment, après la victoire de Zohran Mamdani, lorsqu'elle a tweeté une image de la Statue de la Liberté portant une burqa. Donc vous savez, quelle que soit la transformation qu'elle a pu connaître, elle a encore ses limites. Cela dit, j'ai apprécié qu'elle fasse partie des rares républicains prêts à dénoncer le génocide à Gaza. Comme vous l'avez mentionné, elle a voté contre le dôme de fer, alors que une progressiste comme AOC ne l'a pas fait, et c'était admirable. Elle a également été, dès le départ, une critique farouche de la guerre par procuration en Ukraine, et elle a montré que sur certaines questions, comme celle-là, elle faisait partie des rares républicains prêts à adopter cette position. Les démocrates cédaient en quelque sorte le flambeau anti-guerre à des républicains comme elle, car, contrairement à une faction de républicains de la Chambre, chaque démocrate, y compris le Squad et tout le caucus progressiste, a voté à chaque fois pour financer des dizaines de milliards de dollars pour la guerre par procuration en Ukraine, alors que Marjorie Taylor Greene ne l'a pas fait. Et elle s'en servait pour se moquer de personnes comme AOC lorsqu'elle parlait de valeurs progressistes, en disant « Pourquoi votez-vous pour une guerre par procuration ?» C'était admirable, même si elle a fait tant de choses qui étaient, bien sûr, offensantes, sectaires et racistes, notamment ses attaques contre Rashida Tlaib. Mais il semble que récemment, elle se soit disputée avec Cori Bush dès le début. Elle l'a essentiellement confrontée dans le couloir. Elles enlevaient leurs boucles d'oreilles et retiraient leurs talons aiguilles.
Elle était très agressive dans les couloirs du Congrès au début. Mais je pense qu'une certaine manière, la culture l'a changée. Ouais, Et je pense qu'elle part en étant une personne différente et globalement meilleure que celle qui est arrivée en essayant d'impressionner Donald Trump et de se conformer à ce qu'elle pensait qu'il attendait d'elle. Et il semble bien qu'elle incarne vraiment une partie de la base MAGA qui en a assez de la politique factice et polarisante. oui. Et sur la question des soins de santé, je veux dire le fait qu'elle ait été prête à dénoncer son propre parti à ce sujet, à dénoncer la trahison des travailleurs en ne prolongeant pas les subventions, même si l'Obamacare est un programme totalement dysfonctionnel. L'option républicaine consistait essentiellement à donner encore moins aux gens, à laisser ces subventions expirer et à rendre les soins de santé plus coûteux pour 20 millions de personnes. Et son argument était que les républicains n'ont pas d'alternative, qu'ils attaquent l'Obamacare, mais qu'ils ne présentent pas leur propre plan, car leur plan consiste simplement à poursuivre avec encore plus de dévotion ce système de santé à but lucratif qui ne fournit pas aux gens les soins dont ils ont besoin. Elle était donc la seule républicaine prête à dénoncer cela, à l'exception possible de Josh Hawley. Je trouve que c'était vraiment admirable, tout comme tout ce qu'elle a fait concernant le génocide à Gaza. Mais j'imagine que oui, si on s'oppose aux parrains, si on s'oppose à Trump, il est vraiment difficile de survivre, surtout si on s'oppose aussi à Israël. Et oui, il était temps pour elle de se retirer. Ouais, elle s'en sortira mieux. Elle était sur le point de se faire descendre. Ou devrais-je dire, Kirk. Je ne sais pas. Ce n'est pas une situation dans laquelle j'aimerais me trouver. Je ne sais pas ce que ça fait d'être sous une telle pression, surtout de la part de quelqu'un qui, en quelque sorte, t'a créé. Et maintenant, nous sommes toujours dans l'âge d'or de Trump. Tout s'effondre et se révèle, comme ce qu'on a vu au Kennedy Center, où Elon Musk a promis de mettre fin à la pauvreté grâce à l'IA. Tous les seigneurs de guerre de l'IA étaient là, au Forum d'investissement saoudo-américain, pour supplier MBS et son fonds d'investissement public, qui, en réalité, n'est pas aussi riche qu'on le pensait, d'injecter de la liquidité dans leurs entreprises d'IA, afin qu'ils puissent continuer à construire de nouveaux centres de données et alimenter l'avenir pour mettre fin à la pauvreté. Un monstre en fait passe mettre au chômage des masses d'Américains. Et je ne sais pas, peut-être que les plans de Sam Altman pour un revenu universel de base les sauveront de la pauvreté totale et de leur liquidation, comme l'humanité excédentaire de la Rust Belt, qui a été délocalisée après l'ALENA, puis a traversé la crise des opioïdes. Mais je n'y crois pas. Et peut-être que les pétrodollars de MBS empêcheront la bulle d'éclater plus tôt qu'elle ne l'aurait fait. Mais je pense qu'en réalité, ils n'ont fait que la gonfler. Voilà l'âge d'or. C'est de cela que parle toute cette administration. Enrichir une petite classe de fidèles oligarques et imposer un régime de terreur au reste des masses, y compris à certaines figures qui ont fait de MAGA ce qu'il était, Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene. Made MAGA what it was, Thomas Massie and Marjorie Taylor Greene.